Nous allons commencer notre première table ronde qui porte sur les politiques du numérique, l'éducation et les enjeux de coopération. Et donc, dans cette session, nous aurons 5 communications. Alors, nous commencerons tout d'abord par une intervention de M. Benavides, maître de conférence au département des sciences sociales de l'Université pontificale catholique du Pérou et qui a notamment également été ministre en 2020 de l'éducation au Pérou. Il s'exprimera sur les conséquences des inégalités d'accès et d'utilisation des technologies numériques sur le système éducatif et universitaire. Et il évoquera à ce propos les politiques publiques de transformation numérique, leurs difficultés de mise en œuvre et les réponses apportées dans ce cadre par la coopération. Alors, nous écouterons ensuite l'intervention de Madame Eliazova, coordinatrice géographique de la section Caraïbes à la Direction générale des partenariats internationaux à la Commission européenne. Elle nous présentera des projets de coopération ambitieux entre l'Union européenne et les Caraïbes après avoir dressé un bilan des coopérations existantes. Notre troisième intervention sera menée par Madame Softik, directrice adjointe du Centre informatique universitaire de l'Université de Zagreb et présidente du European Distance and E-Learning Network. Son expérience dans le domaine lui permettra d'éclairer en quoi les collaborations se prêtent particulièrement aux enjeux d'une éducation ouverte, flexible et à distance. Elle sera suivie par M. Neva, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie pour la région Caraïbes, et qui expliquera en quoi la création d'un réseau de campus numériques francophones sert à la fois l'innovation pédagogique, l'insertion professionnelle et des actions de diplomatie scientifique. Enfin, Madame Frangier, directrice du département d'évaluation des formations au Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES, pourra nous préciser les attentes du HCERES en termes de collaboration scientifique entre les établissements concernant le développement du numérique. Voilà donc pour la présentation générale de cette table ronde et je vais laisser tout de suite la parole à M. Benavides en rappelant aux intervenants, et je serai intransigeante, qu'ils disposent de 10 à 15 minutes maximum pour leur présentation afin de laisser un peu de temps pour discuter et échanger avec la salle. Merci. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este evento tan importante. En un momento crucial, como ha sido ya discutido en la sesión anterior. Yo voy a compartir algunas ideas sobre la base de mis reflexiones post-gestión pública y también quizás alimentadas por lo que me tocó como responsabilidad siendo ministro en la pandemia, ¿no? y superintendente del regulador de universidades, ¿no? Y me voy a concentrar, como me fue solicitado, en los temas de educación superior. Entonces, lo primero que habría que pensar es que en el Perú estábamos, antes de la pandemia, experimentando una reforma muy intensa, muy agresiva en términos de sus objetivos en el ámbito universitario, ¿no? Lo que se buscaba era, por un lado, garantizar que las universidades que funcionen sean aquellas que tienen condiciones al menos básicas de calidad y que no operen en el sistema universidades que no tienen autorización de funcionamiento, programas o sedes que funcionaban sin tener la autorización del Estado peruano, ¿no? Como resultado de ese proceso, que terminó en el año 2020, 94 universidades lograron su licenciamiento, su autorización de funcionamiento, y 51 la perdieron, ¿no? Lo interesante aquí es que eso permitió, digamos, que el sistema vaya mejorando en términos de su producción de investigación, porque las universidades tenían que garantizar que se alineaban con estándares de calidad, pero al mismo tiempo también fue notorio, y esto tiene implicancias para lo que vino después, que muchas de las universidades que perdieron la autorización de funcionamiento lo hicieron porque
hacía un muy mal uso de la educación a distancia, ¿no? Es más, podemos decir que las universidades que perdieron la autorización de funcionamiento, la perdieron por hacer de la educación a distancia únicamente un negocio, ¿no? De las 51 universidades que perdieron su autorización, más o menos el 80% de ellas lo hicieron porque tenían programas de educación a distancia de muy mala calidad. Esto es importante pensar, digamos, es importante tanto en lo que pudo ser la respuesta peruana frente a la pandemia, como vamos a ver en la siguiente lámina. Ni una universidad pública con autorización de funcionamiento tenía autorización para ejercer programas a distancia, o sea, no tenían forma de en febrero o marzo de 2020 asumir un programa de educación a distancia porque no tenían las condiciones ni tecnológicas ni pedagógicas para hacerlo, ¿no? Ese fue, digamos, una de las complicaciones más grandes que se tuvo, pero al mismo tiempo también creo que es importante como experiencia de expansión del sistema universitario a través de los medios digitales, las lecciones que nos dejó, ¿no? Y creo que ahora en la primera sesión ha sido importante volver a plantear la agenda pública, que es importante para poder cerrar las brechas de acceso, darle mucha más presencia a la educación digital. Sin embargo, tenemos que hacerlo aprendiendo de lo que fue la experiencia de expansión anterior. Todos los años 90 en muchos países de América Latina, las universidades se expandieron a través de la educación a distancia, ¿no? Y lo hicieron mal, ¿no? Y las consecuencias fueron que en el Estado peruano se tuvieron que tomar estas decisiones. Entonces, para volver a creer en que es, porque ciertamente lo es, ¿no? Y ha sido muy bien establecido por la presentación de la UNESCO en la mañana, un mecanismo importante para el cierre de distintas brechas. No hay que perder de vista la necesidad de regular la calidad de esos programas, ¿no? Para no volver a caer en lo que fue la experiencia peruana. En segundo lugar, un tema también importante del Perú está en ese cuadrito, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el drama de las desigualdades en el acceso a los medios digitales, ¿no? Comparando población urbana y rural, ¿no? 46% de los hogares urbanos tienen acceso a Internet, 8% tenían, esto es en marzo de 2020, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia, ¿no? Tenía acceso a Internet, ¿no? Los hogares pobres extremos, es decir, los hogares donde la pobreza es mucho más fuerte, solo 7 de cada 100 de ellos, o sea, el 7% de los hogares tenía acceso a Internet, a comparación de un 45% de los hogares no pobres. Es decir, en el mejor de los casos, el 50% de los hogares peruanos tenía acceso a Internet, y el drama más fuerte que se experimentó en ese momento fue que menos del 10% de los hogares pobres extremos y rurales tenían acceso a la Internet, ¿no? Entonces, en ese contexto, ustedes pueden hacerse una idea de que en marzo de 2020 tratar de resolver los problemas ocasionados por el cierre de las escuelas que nos tocó enfrentar no podían darse usando el Internet, al menos en marzo, de marzo a abril, mayo, junio, porque si no hubiera sido un mecanismo de reproducción de las desigualdades, ¿no? Hubiéramos dado mucho más fuerza a la situación de desigualdad en la medida en que los que más accedían a ese recurso eran únicamente los sectores, digamos, principalmente no pobres, ¿no? Por eso es que en el Perú la expansión de la educación a distancia en el contexto de la pandemia se dio fundamentalmente a través de la televisión y la radio para sectores pobres, también a través del uso de los celulares, que ustedes ven que es casi mayoritario el uso de los celulares, sin Internet lamentablemente, y luego íbamos a pasar a una siguiente etapa donde ya con los aparatos tecnológicos necesarios, efectivamente expandir el sistema educativo a distancia con el uso de Internet no iba a continuar reproduciendo las desigualdades y no iba a poder revertirlas. Pero para eso había que implementar, digamos, tecnología, darles aparatos tecnológicos a los estudiantes rurales y darles competencias a los profesores. Pero la expansión inicial del sistema educativo
peruano como respuesta a la pandemia fue principalmente a través de la televisión, la radio y progresivamente del Internet. Ahora, en el sistema universitario, y esto tiene que ver con las políticas públicas, como yo les decía, hubo una ley en el Perú que decía que solamente los programas de pregrado podían tener hasta 50% de sus créditos a distancia, ¿no? Entonces, con la pandemia, si se hubiera mantenido eso, hubiera sido un despropósito, ¿no? Porque en realidad no había presencialidad, entonces tuvo que cambiar toda la regulación para poder efectivamente enfrentar la pandemia de manera, digamos, de emergencia, y pudieron al final 51 universidades públicas que al inicio de la pandemia no tenían programas a distancia, poder iniciar sus clases virtuales gracias a una cooperación importante que hubo de universidades extranjeras con un fondo concursable, ¿no? En el Perú, al final del año, estuvimos por debajo del promedio de deserción de estudiantes de la educación universitaria. Más o menos 16% de los estudiantes salieron de las universidades y han regresado de ellos. Todavía queda una brecha de creo que de 10%, me parece. Pero, digamos, normalmente en el Perú siempre desertan 12% de los estudiantes cada año, ¿no? Entonces, más o menos la pandemia implicó un impacto de 4% de deserción de estudiantes universitarios que, digamos, igual es un impacto, pero pudo ser muchísimo peor si estas 51 universidades públicas no hubieran iniciado actividades educativas a través de mucho apoyo de cooperación para poder transformar sus competencias pedagógicas. Sin embargo, una cosa que es clarísima en el Perú, y estoy seguro en muchos países también de los que conozco en la región, es que lo que hemos hecho es una educación remota de emergencia, ¿no? Básicamente hemos dado conectividad, hemos capacitado a algunos docentes en algunas competencias digitales, pero no es una educación virtual a distancia. No estamos todavía en esa situación, lamentablemente, ni cerca a esa situación. Y por lo tanto todavía existe la posibilidad que en el acceso a la educación universitaria, incluso con la educación remota de emergencia, aún hayan habido muchas desigualdades, ¿no? Efectivamente, las mejores universidades tuvieron mejores condiciones para la respuesta a la emergencia que las universidades ubicadas sobre todo al interior del país, ¿no? Entonces, hay una agenda importantísima ahora mismo de tratar de aprovechar eso que se logró, que es una educación remota de emergencia, para llevarla a efectivamente una educación virtual a distancia, y no volver, digamos, y creo que eso es algo que ahorita está muy, muy fuerte en la agenda pública. Hay mucha necesidad del retorno a la presencialidad. En el Perú, lamentablemente, esto ha sido muy lento todavía, pero se está perdiendo de vista los aprendizajes positivos, algunos de los cuales han sido expuestos en la mañana, que también podría traer la educación a distancia. O sea, la agenda de cómo utilizar la educación a distancia para mejorar el acceso, las competencias de los futuros profesionales, aún no está tan presente como debiera estarlo, ¿no? Y efectivamente todavía podemos decir que es evidente que el acceso a los dispositivos digitales ha sido, antes de la pandemia y también lamentablemente durante la pandemia, una forma a través de las cuales se han reproducido desigualdades. A pesar de todos los esfuerzos de que esto no ocurra, eso definitivamente ha ocurrido. También es cierto que hay muchas más competencias digitales ahora que antes, y eso puede ayudar a que se reviertan esas desigualdades. Pero es importante para eso que se trabaje muchísimo más en incorporar dentro del derecho a la educación el derecho a la educación digital, ¿no? En muchos países, el Perú es uno de ellos, la discusión sobre el derecho a la educación no está incorporando aún seriamente el componente de lo digital, ¿no? Es importante integrar estos dos componentes, o sea, que dentro del derecho a la educación también esté el derecho al acceso a una educación digital,
de manera tal de poder ya establecer los balances necesarios entre la presencialidad, la semipresencialidad, la distancia, como mecanismos, todos ellos, en la medida en que se hagan con calidad, que pueden ayudar a revertir las desigualdades y a mejorar las competencias de los futuros profesionales, ¿no? Entonces, más allá, digamos, porque hay, digamos, todavía en medios académicos un cuestionamiento al uso de los medios digitales, es importante que las políticas públicas vayan más allá de esa discusión y se dirijan cada vez más a una redefinición del derecho a la educación, incorporando a ese derecho el acceso a los medios digitales, ¿no? Pero sabiendo también que no se trata únicamente de tecnología, ¿no? Creo que acá lo han dicho bastante y seguro van a seguirlo diciendo a lo largo de este seminario. Es importante que este acceso a lo digital no deje de lado el acceso a las posibilidades de formar ciudadanos informados, críticos, participativos, colaborativos, que ejercen sus derechos y libertades, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros hemos tenido ya en años anteriores muchas experiencias de dotar de equipos tecnológicos a estudiantes de educación básica, pero básicamente fueron eso, ¿no? Únicamente se les dio el aparato, pero no fueron parte de una real transformación pedagógica que incorpore temas de derecho, incorpore temas también de formación crítica frente a lo que les pasa lo que está pasando en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, claro, detrás de toda discusión del acceso a más tecnología, educación digital, siempre tiene que ir al lado de una discusión pedagógica, ¿no? de cómo se hace eso. Hay ahora mismo un reto en las universidades de pensar en sus modelos presenciales, semipresenciales a distancia, identificando efectivamente cuál es mejor o cuáles son mejores para los fines de un acceso a la educación superior que efectivamente concrete el derecho a una educación de calidad, ¿no? Entonces, creo que sería un error que luego de todo esto las universidades, por su tradición, su autonomía y todo lo que siempre acompaña el mundo universitario, regresen a la presencialidad, digamos, 100%, ¿no? Y dejen de ver lo que está ocurriendo en el mundo y lo que ha ocurrido también en la pandemia, pero pensarlas de manera diferente, ¿no? Ya no como una propiedad exclusiva de estas instituciones con fines de lucro que en los 90, digamos, le quitaron legitimidad académica a la educación a distancia, sino recuperarla para fines mucho más cercanos a lo que es una formación de calidad de profesionales y de gente que pueda producir al conocimiento del país, ¿no? Hay elementos importantes, 8 de cada 10 profesores peruanos ven como positivo la transformación digital. Esto no era así, digamos, al inicio de la pandemia eran 10 de cada 100, 1 de cada 10, ¿no? Pero ahora 8 de cada 10. Yo creo que es un recurso, ¿no? Ahí hay un recurso, hay un capital para trabajar, ¿no? De diferentes edades, ¿no? Ya no es únicamente los de mayor edad los que están más comprometidos, no, los que estarían menos comprometidos con esto, o los más jóvenes más comprometidos, sino todos de alguna forma han visto los aspectos positivos, digamos, de una buena incorporación de lo digital en la enseñanza universitaria, ¿no? Finalmente, hay mucha necesidad de cooperación. Esto sin duda es una problemática global y lo han expresado ya en la primera sesión. Yo, digamos, diría que ha habido ya experiencias en el año 2020 y 2021 para que países como el Perú, ¿no? que ninguna universidad pública tenía autorizado un programa a distancia, haya logrado, digamos, transitar al menos una educación remota de emergencia y en ese sentido controlado la posibilidad o neutralizado la posibilidad de una deserción masiva de estudiantes que hubiera sido una tragedia. Todo eso se hizo básicamente con fondos concursables en el que intervinieron universidades del extranjero y ayudaron a hacer programas de capacitación a universidades públicas peruanas. Y hay evidencia de eso. Y hay retos que deben ser aún parte, digamos, de las políticas de la cooperación. La primera es, sin duda, la mejora en la conectividad, ¿no? Algo pasa en los países de la región latinoamericana y en el Perú en especial, para que teniendo la plata, porque la plata hubo, ¿no?
teniendo las leyes, porque leyes hubo, ¿no? Y teniendo los programas, porque programas hubo, no se logró conectar al país, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de banda, de ancho de banda, de expansión de lo digital desde el año 2014 por lo menos, y no se avanzó, y no se avanzó básicamente por problemas contractuales en la implementación de esa infraestructura de conectividad. Esto para decir, dado que estamos, digamos, en una discusión sobre la importancia de la educación digital, de numérique, como dicen, recién he aprendido la palabra numérique, en este contexto, no se descarte de la reflexión los problemas que hay en los proveedores privados del servicio de conectividad, ¿no? Es muy, muy, muy grande lo que ocurre ahí y cuánto, digamos, esto dificulta el cumplimiento de contratos y, por lo tanto, de poder darle conectividad a países como el Perú, que tenemos la misma conectividad ahorita, con pandemia, post-pandemia de la que tuvimos antes de la pandemia. Y básicamente porque no se ha podido destrabar contratos y temas de esa naturaleza. Entonces, ahí hay un tema de gestión de las relaciones público-privadas que creo que puede ser parte de una cooperación importante, digamos, para destrabar esas cosas, y no es un tema menor, ¿no? Yo creo que es el gran tema, ¿no? Cómo destrabar esos entrampamientos contractuales público-privados para avanzar en la conectividad de los países, especialmente en las zonas de mayor pobreza, ¿no? Lo segundo es apoyo, ayudas con experiencias de implementación de modelos pedagógicos semipresenciales o a distancia que garanticen un real ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Crítico, participativo. Y en tercer lugar, también colaboraciones en cómo mejorar la regulación de la educación a distancia, ¿no? Como dije, se trata de ver mecanismos de regulación para no caer en lo que fueron los 90s, ¿no? Y cuando hay demanda, los privados se activan muy fuertemente, y eso, que es positivo por un lado, sin regulación puede hacer que entren instituciones que pueden capturar el mercado para fines distintos de los que inicialmente se consideraban, y eso, digamos, que pasó en los 90s. Pero al mismo tiempo también tiene que ser una regulación que considere que la innovación es importante, ¿no? No puede sobreregularse un mercado que necesita todavía mucho de innovación para poder seguir avanzando. Entonces, los equilibrios regulatorios creo que es importante tenerlos como también un espacio de cooperación, ¿no? Perú no está en la OCDE, por ejemplo, es candidato a estar, ¿no? Pero creo que hay mucho para aprender, digamos, en la regulación de esos mercados como este, con una perspectiva de derecho, ¿no? Del derecho a una educación de calidad, ¿no? Y no únicamente como un mercado para satisfacer beneficios personales de proveedores privados. En la medida en que se logre establecer correctamente ese balance, efectivamente creo que avanzaremos muchísimo más en las posibilidades que tenemos de seguir mejorando la calidad, cerrando las brechas de acceso a través de un uso más extensivo de la educación digital a distancia. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Benavides, pour cette intervention qui nous a permis de bien comprendre en quoi les politiques publiques visent à relever les difficultés qui sont liées à la transformation numérique au Pérou à travers différentes problématiques que vous avez soulignées. Donc la question des inégalités dans les territoires, la question de la réglementation, la question de la pédagogie, la question de la connectivité qui existait déjà préalablement à la pandémie. C'est vrai que la question de la formation à distance à travers la télévision, la radio et puis plus généralement dans les pays en voie de développement à travers l'usage du téléphone portable était déjà assez important. La pandémie n'a fait qu'accentuer cet aspect-là. Alors, je vais laisser la parole à la salle. Y a-t-il des questions concernant cette intervention? S'il n'y en a pas, moi je vais en poser une.
vous avez parlé à juste titre effectivement de la pédagogie et de l'évolution des pratiques pour les enseignants. Est-ce qu'il y a aussi une évolution justement dans cette formation des enseignants qui est engagée au Pérou? Est-ce qu'il y a un changement de curriculum? Est-ce qu'il y a des actions particulières vis-à-vis de cette formation des enseignants pour les aider à passer cette transition? La situación de université est très différente de la situación de la educación, como básica, du lycée scolaire, ¿no? Dans l'éducation scolaire, on a une situation plus compliquée sur la pédagogie, ¿no? On n'a pas 2021, 2022, on n'a pas travaillé beaucoup dans cette nécessité, ¿no? d'améliorer le curriculum. Mais dans le monde universitaire, les universités ont travaillé beaucoup des programmes à distance, ¿no? On a eu beaucoup de universités internationales qui ont fait de cours et de bons cours, ¿no? Donc je pense que les compétences pour les profs universitaires ont amélioré, ¿no? Les compétences pédagogiques, ¿no? Et j'ai le graphe de 80% veut que ça continue, ¿no? Mais dans l'éducation scolaire, non, ça a été plus difficile, ¿no? Les enjeux politiques et sociaux là sont beaucoup plus compliqués et la nécessité de travailler plus sur la pédagogie à ce niveau-là est meilleure. D'accord. Merci beaucoup. Oui, alors je vais laisser la parole dans la salle. Merci pour votre présentation. Vous avez donné des chiffres très intéressants. Un tiers des universités ne respectaient pas les standards de qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de qui établit ces standards, sur quel modèle, s'il y a des modèles internationaux, et comment ça se passe concrètement sur le tiers restant? Sur le tiers, los 30% que no lo consiguen, cierran. Bon, en España c'est une question très compliquée. Bueno, a partir de la ley universitaria del año 2014 se hizo un consejo de expertos, se seleccionó un consejo directivo técnico independiente de personas de alto nivel que fueron los que aprobaron con estudios de por medio un modelo de autorización de funcionamiento, ¿no? Con 8 condiciones básicas que iban desde la investigación, la formación profesional, la atención a estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con ese modelo se evaluaron las 145 universidades y el 30% que no lograron su autorización de funcionamiento entraron a un plan de cese de actividades, ¿no? Ya no pueden recibir más estudiantes, pueden continuar únicamente con los que tenían, ¿no? Y se les reconocen los títulos. Y estos estudiantes podían transferirse, trasladarse a otras universidades también, ha habido el 40% se trasladaron a otras universidades y se quedaron con un grupo pequeño de estudiantes que aún algunos de ellos todavía continúan. Es un problema todavía, yo diría que un grupo de estudiantes que no está teniendo una situación muy buena y ahí habría que hacer algo, pero efectivamente la regulación fue muy clara, que es una responsabilidad del Estado también, esos estudiantes, ¿no? Sin duda. Pero la primera responsabilidad es la de los dueños de las universidades, ¿no? Que en cierta medida estafaron a las familias, ¿no? Con una educación que no tenía las condiciones necesarias, ¿no? ¿Sí? De las 2 universidades públicas perdieron autorización de funcionamiento y 49 privadas, de las cuales casi el 80% eran con fines de lucro, ¿no? Allez-y. Hola. Gracias por la intervención, soy de Argentina. Quería consultarte si se pudieron organizar algún tipo de política pública que acompañara a esos estudiantes de las universidades o de los otros niveles
para garantizar la conectividad, la entrega de tablet o equipamiento. Digo, sé que es muy difícil, pero digo, a lo mejor también se pudo lograr algo en ese sentido. No sé si desconozco, digamos. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo conflicto de interés, ¿no? Porque yo fui el que las diseñé, así que reconozco que puedo estar sesgado. Pero sí, en la básica diseñamos un programa que se llamó Aprendo en Casa. Es un programa que logró conectar por televisión y radio fundamentalmente al casi el 98% de los estudiantes. Y diseñamos un programa también de transformación digital. De hecho, ahora recién he podido conversar con Leandro de Ceibal, con quienes conversábamos, ¿no? de esto. El Perú tenía el sueño de tratar de acercarse a Ceibal. Y compramos como 1 millón de aparatos tecnológicos para estudiantes que se fueron distribuidos básicamente para fines del año 2020, inicios del 2021, ¿no? Una compra muy difícil, ¿no? Por eso digo que el tema de los proveedores no hay que perderlo de vista, ¿no? Y en el caso universitario se hicieron estos fondos concursables para las universidades que permitieron que las públicas inicien clases, digamos, en una educación remota de emergencia, siendo honestos. Y también les dimos chips de conectividad a casi el 70% de los estudiantes de las universidades públicas, los que tenían niveles socioeconómicos bajos, sus familias, a todos los profesores y también, digamos, algunos otros apoyos a las universidades públicas, ¿no? Sin duda insuficientes, ¿no? Porque o sea, ni una universidad pública del año 2020 estaba preparada para dar un programa a distancia, ¿no? Entonces, en el año 2020 básicamente lo que hemos hecho es empujarlas un poquito hacia eso, ¿no? Pero por eso insisto que la agenda es abierta, ¿no? La agenda de la transformación a una verdadera educación virtual a distancia que supone equilibrios entre la conectividad, la infraestructura, pero también equilibrios, digamos, epistemológicos, ¿no? De no irse para ni un lado, ¿no? O sea, digamos, esta idea de que lo presencial siempre va a ser mejor, yo creo que ya se puede poner en duda en algunos contextos, en la medida en que se demuestre que también hay buenas estrategias de educación a distancia. Toda esa agenda está todavía abierta, ¿no? Y ahí es donde hay necesidad de mucha cooperación. Alors, nous allons donc passer à notre deuxième intervenante, Madame Eliasova, et je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, buenas tardes a todos y a todas. Je voudrais d'abord remercier l'Agence française de développement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Fondation EULAC pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter ici la Commission européenne et en particulier la Direction générale des partenariats internationaux. Et je vais continuer ma présentation en anglais. So thank you again very much for this invitation. And I must admit, listening to also the other presentations that I heard this morning, it's not only an honor to be here as a speaker, but also to nourish my mind with very interesting reflections I heard from the very beginning of this morning, which will guide the work that we do also in the European Commission. So in the next few minutes, I will talk about how the European Union, who is an active actor in the world of development cooperation, supports the process of digital transformation in an inclusive way. So inclusive and transformative, these are the 2 words that we have mostly heard since the beginning of this morning, and this is also what guides our thinking when we design projects in this area. So the European Union supports the affordable and secure access to connectivity, and it addresses the challenges that comes along the process. These challenges include lack of digital infrastructures, unreliable sources of electricity, affordability of internet, and digital technology. It is important to highlight that one of the 5 biggest priorities of the European Commission at the moment is indeed the global digital partnership. So in the next presentation, I will guide you through the main development and challenges in the region of Latin America and the Caribbean, about some facts and figures, and I will also showcase a concrete example of our work in the region, precisely in the Caribbean, in Jamaica, where we are developing an action called Digital Jamaica, which focuses exactly
on one of the topics of this conference, which is digital education. So within the Directorate for International Partnerships, we focus on how to use the potential generated by data and data technology, which is transforming our societies and our economies at an unprecedented pace and scale, to tackle inequalities, to foster economic growth, and to transform the delivery of public services. For our commissioner, there are in particular 3 main priorities that we intend to tackle with our work. Specifically, it's girls' education, teachers' trainings, and vocational education and training. Why do we talk about girls' education? As you know, in this region, there are millions of girls that face situations of discrimination and violence. Their experience with adult identities is not homogeneous, and therefore we believe in the need for girls' empowerment to face and to break this cycle of discrimination and violence. The second priority, meaning teacher trainings, refers to the fact that teaching should be inclusive and the teacher should be equipped with the necessary skills to teach all students, recognizing the different experiences, recognizing the different backgrounds, and being open to diversity. The third priority area that guides our work is the vocational education and training, which also means that the citizens are equipped with the right set of skills to be able to adapt to the constantly changing world of work and to improve their employability. So I will guide you through a series of basic information about the state of play of the educational sector in Latin America and the Caribbean. So in Latin America and the Caribbean, we have around 30 million students. Now, this is still one of the most unequal regions of the world, and school systems mirror the regions where these systems are placed. The Latin America and the Caribbean have also been affected by an unprecedented crisis caused by the COVID-19 pandemic, and this is now the moment to intervene to not only mitigate but also to reverse the educational losses that were caused by the school closures. We can also see that the school attendance rates vary depending on age, depending on gender, depending to ethnic belonging. So we must consider all these basic facts when we talk about when we design our policies. When talking about the policy framework where we situate our work, I have listed a few references which will provide you the basic framework, and you can find all of them online. So we know that the COVID-19 pandemic has exposed the digital divide, and this was also mentioned this morning. So the European Union has published a digital education plan, which basically puts focus on highlighting the need to strengthen the international cooperation in the world of digital education. Then we have the Global Gateway Strategy, which sounds as a very unfamiliar word, but it basically means that we invest in 2 main priority areas, which is digital and which is education at the same time. A very important document is the European Declaration on Digital Rights, which recognizes the right to digital education as a basic human right, and it commits to promoting and supporting efforts to equip all education and teacher training institutions with digital connectivity, tools, and infrastructure. It supports efforts that allow learners and teachers to acquire and share all necessary digital skills and competencies to be able to take an active part in the society. And it gives everyone the possibility to adjust to changes brought by the digitalization of work through either upskilling or reskilling. When talking about the policy framework, it's also important to recognize that there is a double dimension of digital skills. So on one hand, we refer to the basic digital competencies that speak about the basic competence to be an active citizen of the 21st century. But on the other hand, it also means empowering teachers to be able to prepare students to increasingly growing demand for digitally skilled workforce. Now, after having explained the policy framework, let us have a look at the specific case of our work in the region, precisely in Jamaica.
Yes, so before I describe this intervention that we are designing in Jamaica, I'd like to reassure everyone who has listened to this morning presentation of Professor Tawil that we do not aim to replace with this program the physical learning, but to accompany the teachers and to enable them to have the right skill and to build their capacity to use the technology that is available, and also to extend connectivity to all schools. So the European Union and Jamaica has been solid partners for more than 30 years. This action that we are developing right now, named Digital Jamaica, is giving the European Union the possibility to enter into a sector that is very dynamic and position ourselves as an early entrant. At the moment, there is a big political push for making Jamaica become a digital society. As you can see on this picture, we see Prime Minister Andrew Holness, who has been in 2017 presenting to the people of Jamaica the Digital Jamaica 2030, its vision by which Jamaica turns into a digital society, efficient digital society by 2030. So this was already a priority before COVID, and it's obvious that the pandemic has accelerated these needs. So this digital goal is reflected in Jamaica's national development document called Vision 30. And this is also the document where the national ICT strategy is enshrined. It's important to highlight that the ICT sector is not only a sector by itself, but it's a sector that enables the economic growth of the whole society, and it enables many other sectors. This means that when developing this program, we are confronting with several fields, and we will be working with several ministries. So in the first component, we will be supporting the Ministry of Science, Energy, and Technology. In this very first component, we will be working on the backbone of digitalization, which is the expansion of infrastructure. The aim of this component will be to support the ministry in providing the cable and wireless connectivity to all areas of Jamaica, with a particular focus on areas which might be more prone to situations of poverty and vulnerability. By this, we would like to make sure that the schools are all connected to internet, which is at the moment not the case. So this is the supply side of digitalization. Now, when we go to the demand side, which is the second component, we might have to look at the needs of the private sector, which is the one who pushes for digitalization and who pushes who drives the demand side. So in the second component, the European Union supports the work of the Ministry of Industry, Investment and Commerce, and in particular, the Jamaican Business Development Corporation, which works in connection with the Jamaican micro, medium, and small-size enterprises. And we will be designing together through the network that is created by the JBDC, so the Jamaican Business Development Corporation, school curricula based on the needs of private sector. It's important to highlight that the private sector in Jamaica is a very, very vibrant one. Indeed, 90% of the private sector is represented by the MSMEs, which is a very good sign for the economy. And they provide more than 70% of employment, and they employ more than 32% of the active population. They are good at production, but at the same time, they still lack some capacity when it comes to official processes. And this is where the EU intends to intervene by providing capacity building and by helping them to adopt digital solutions. So here comes into play the vocational and educational training, where together with the unit responsible for MSMEs, we will be developing school curricula based on the needs also of the private sector, but that these are then translated into the school curricula of universities. This will also link to digital literacy and on topics like e-commerce. And all this will be done through the National ICT Competency Framework that was also mentioned earlier this morning of UNESCO. And the third component provides support to the Ministry of Education, where we will focus on the pedagogical use of technologies. So just in recent times, the Ministry of Education in Jamaica approved the ICT in Education policy. And this is a very important document because it also contains references to the National Competency Framework for Teachers, the UNESCO framework. And we will be assisting the ministry to update this framework. And when it is done, to
integrate into the curricula of teacher training institutions, both at early childhood and in primary level. We will be targeting both new recruits and also in-service teachers. And by doing this, we really intend to tackle the heart of learning, which is teachers. By this action, we intend to contribute to change the whole educational system in Jamaica so that the workforce can be digitally literate and relevant for global digital economy. To conclude, I would like to say that this action represents an opportunity for the European Union to have a transformational impact in a very dynamic sector with the right timing, as we have seen. And by being present in this transformation in Jamaican society towards the digital, we would like to contribute to the overall economic outlook, because we believe that by providing equal access to education, we provide also an important step for a path to a secure future. We will open the door to better career opportunities and contribute to overall economic stability and growth. So I thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Il y a pas mal de liens avec ce qui a été présenté juste avant, la question de la connectivité, des rapports entre le privé et le public, la question du droit à une éducation numérique, et puis, bien entendu, la question du renforcement des capacités, qui est quand même un axe important pour la Commission européenne et sur lequel beaucoup d'actions sont menées. Le cas de la Jamaïque est aussi très éclairant. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions suite à cette intervention? Oui, je vous en prie, madame. Bonjour. Combien d'écoles sont connectées à l'Internet en pourcentage en Jamaïque? J'avoue, je devrais vérifier cette information, mais justement, la raison pour laquelle on est en train de développer ce programme, c'est parce qu'il y a quand même pas mal, il y a 14 parishes et il y en a au moins 3 qui n'ont pas encore accès à Internet du tout, les écoles. Donc, je ne sais pas vous donner le chiffre concret, mais il y a un vrai besoin qu'on a identifié ensemble avec des experts internationaux qui s'occupent de l'éducation digitale. Et on a identifié que c'est vraiment le moteur du développement économique, travailler sur l'amélioration de l'éducation digitale. Y a-t-il une autre question de la salle? Pour revenir sur les dispositifs pédagogiques, comment est-ce que la Commission européenne évalue sur le terrain les dispositifs pédagogiques qui sont mis en œuvre? Oui, donc on fait ça à travers l'assistance technique. Et on a 2 types d'assistance technique. On a l'assistance technique qui est donnée à disposition de la part du siège. Donc on a plusieurs facilités thématiques dans le domaine de l'éducation. Et donc on envoie des experts européens et non européens. Une des conditions, c'est bien évidemment d'avoir la connaissance profonde de la région et surtout du domaine de l'éducation. Et donc, ils font une étude du terrain et ensuite, ils formulent des recommandations et on reflète ça dans nos documents d'action qu'on est en train de formuler en ce moment. Et deuxièmement, on a aussi de l'assistance technique qui est formulée au sein du pays même par des experts en éducation des différentes universités en Jamaïque. Donc, c'est vraiment un travail en équipe. Oui, des 2 côtés. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Madame Softik. Je vous en prie. So, my French is not that good that I would speak in French. So hello everyone. I wish to thank my host for invitation for me to be with you today and to share some of my knowledge and know-how related to digital education. It was very interesting to hear the morning session and my previous speakers, and I always think that what this European Commission is doing, providing us with a number of guidelines and policies that they can serve as an umbrella for us to move on and have
a number of documents which can guide us how to do things better in education. But for the beginning, I do have a question for you. I don't want just to be one talking all the time. So my question to you is, how many of you have been using and doing distance education before pandemic? Can you just raise the hand? Okay. And so how many of you are planning to do something online after now pandemic is finished and let's say we are going back to the normal? So that's good. We have learned something during pandemic eventually. But do you think that what we experienced during pandemic was really online education? You do? Yeah, well, emergency remote teaching, let's say, because as you said, as I saw, not many of you were really doing online education or distance education. So basically, when the pandemic hit, we had to find out the way how to do it online over the night. And what we most of us do? We thought how to do our lectures from the classroom in online environment. That's basic what we did. So moving lectures online. Today we are also having the way of lectures. So I'm talking, someone is talking, you are sitting and listening. How are you perceiving this information? Are you taking them as such? Do you have some different opinion when you will be able to share it? Or maybe how much of that you have heard today will stay in your heads after you leave this room, just listening to what I'm saying? We have a heritage of long time lecturing. And when you say proper education, you basically think lectures in the classroom physically. So can in the 21st centuries education be still lectures in the classroom physically? Should it be the dominant model? I think that maybe using digital technologies, we can find other ways how to engage our students, not just to be passive takers of information, but the persons who will take maybe information but think about what to do with it. And the teacher is not the person who will just give the information and you should take it as such. So I can say now it's raining outside. Are you going to believe me and take it as such? No, I would be very much offended if you say, yes, we will take it as such. I want, sorry? We're embarrassed. So yes. Okay. I hope that you will tackle this information. Go to the internet and see maybe in the meta, is it true or not? Or go outside and see is it true or not? So what to do we need is to make this shift that actually education is changing as the society is changing. I often hear from my teachers in my time that they tell me, okay, look how fine you have become. Why should we change something? For example, professor of physics says, I have my lectures, I wrote them 20 years ago, nothing in physics has changed much. What should I change now? Why should I change now? Is it correct? Lots of things have changed. Students 20 years ago and students today are not the same students. Actually, when we talk about the concentration, we usually say our students have the concentration of the small fish, 20 minutes and they are gone. Even less, yeah. So basically, our experience during pandemic was how to maintain education by basically moving from the physical to online. Recent researches are showing that the biggest changes in education during pandemic was in the use of video conferencing systems, because we needed something to do it online, and mostly we did it using video conferencing system because the lectures were the dominant model. Regarding the teaching methods, zero. They have stayed the same as before the pandemic when we had the classrooms physical in the schools and universities. So we have to think about
how and what we want to do. I'm coming from the country, Croatia, where everyone knows everything about football and education. So it's very difficult to explain to someone something regarding education because everyone knows the best already before even I say something. But also I'm coming from the country which has number of rural parts and lots of islands. So before the pandemic, it was also very demanding how to organize teaching for children, especially at the islands, where you couldn't have many teachers to organize lots of subjects. So basically, digital education was present before, but not so much. So I can understand the countries in the South America tackling the issue of rural areas and lack of connectivity. But if we are looking at the present situation, I'm coming from the higher education, so I can best talking about higher education as such. So when you send your children to the school or universities, you basically mostly send them to the school, to the physical premises, to go there, to sit there, and to learn. So when pandemic hit, what happened? These children couldn't go to schools anymore. They couldn't stay at the dormitories, student dormitories. They have to go back home. At home, maybe they didn't have connection, they didn't have good internet, they didn't have laptops or devices for education because parents didn't think that their children will need laptops because they have sent physically them to the universities. So that became an issue at that time. Also, many families have more children than one, and may only and when parents also had to stay at home and work at home, then internet for 4 or 5 persons was not the same because number of them use it extensively now than before. Also, the number of laptops, gadgets per each person at home, it was very difficult. So yes, we had this digital divide in the way that many students actually abandoned university education because they couldn't afford it to do it online. At the same time, before the pandemic, we said that the technologies enabled larger participation and accessibility of people around the world to the education. So yes, both are true. But we still have to put lots of effort into that we enable the infrastructure to be available around the world in order to enable access to education. We also talk quite differently about different forms of education. As I said, distance education, online education, emergency remote teaching, hybrid education format, blended mode. So these are different modes. And we have to also be very careful when talking about that, that we all have the same idea about that. I'm also coming from the country who had the Homeland War 20 or actually 30 years ago. So I know how is it to organize education during the war. We used mostly distance education radios. When pandemic hit Croatia, we used television for the schools and we organized online education via e-learning platforms for higher education. I'm heading the Center for E-Learning in Croatia, which is a national center for e-learning in higher education. And I can tell you that the pandemic, when hit, it was hardest time in my life because we also experienced the earthquake at the same time which hit Zagreb, and many higher education institutions and schools were hit, also the floods in the city center. So many people were not able to stay at home. Also, the schools were not possible to go into afterwards. So how is to support teachers and students and parents and husbands and grandparents when you have to do it online? It's very difficult, but what is at that time, I said we had our 5 minutes of glory. Because usually the support is something which is set aside and, okay, maybe we need it, maybe we don't. But as it was said in the morning, we are facing uncertain times.
And we cannot be certain that tomorrow something else will not happen. Pandemic, earthquake, war, or something else. So what we need to think is how to organize education to be resilient. Resilience to the future, but also accessible to everyone. Also, I'm heading the European Distance and E-Learning Network. So this is an association which is going on now for more than 30 years of continuing work. And I can see from the perspective of Europe that at that time, digital technologies enabled communities of practice online. Communities of practice are nothing new. They existed before. But at that moment, physically going somewhere was not possible. We were all isolated at homes, couldn't go anywhere. So our computer was window to the world. And connected with others around the globe was very important at that time, because I knew that there's someone who has the same problems, the same doubts, the same stress, the same questions as me. And even at that moment, so in March 30, 2022, we already started with our webinars online together, which were 1 hour practical webinars. And our first webinar was how to move online. And it was huge success because people saw that there's a platform which has been there present for a number of years and is ongoing, where they can go and talk and share and discuss and have the same problems and same issues. And although Eden is European association, the people from all around the world joined and discussed. And number of such communities of practice has become vivid and present during the pandemic. And it enabled to lots of people to join and to collaborate and to find a solution at that moment. And I think that we have to cherish these communities of practice because they were really something which is important. Now we are going back to the normal. Let's say that normal is okay, but we could talk about it. Still, we do need occasionally to be with others and to discuss and talk, because the many ideas, the many efforts became really true only when sharing into others, discussing it with others. A number of teachers become more courageous when were they able to talk to others. Today we talk a lot about teacher training and digital skills, and I say that's utmost importance. And I always say, let's invest in people, not in technology. We will find the technology. There are lots of technologies around us. If we are going to the open source technology, even better. But let's invest in people. How should we train teachers? First of all, if we are talking about higher education, in many countries there are no initial teacher training for higher education. There are no continuous professional development of teachers in higher education which are compulsory. So mostly it depends on the teacher or institution to invest into teacher. It should become compulsory. It should become something on the national level of the country to invest into teachers to ensure them that they have proper skills to be able to teach in the way we want. Also, if we want that our students are digitally competent when they are coming out of the universities, so they are skilled citizens who will be able to contribute to society, to be fully engaged in society, we have to ensure to them digital skills. Still, there are many countries where the teaching is organized in a way that we pass knowledge to students. We do not work very much on developing skills, neither on assessing skills during the education. So these are the areas where we should focus much more. Also, a number of countries has accredited study programs for traditional teaching and learning. And moving to online during pandemic was a situation which was once a while. And so everyone did move online. But when pandemic finished,
they had to go back to the initial way of teaching and learning because they were accredited for such teaching and learning. In order to integrate digital technologies, institutions need to do reaccreditation of study programs. They just cannot decide to stay online because in that way we will not ensure the quality. There has to be some rules how should an online study programs look like, either blended or fully online. So apart from the technology and apart from the infrastructure, teacher training, we have to think about how a study program which has digital technologies should look like. And also what happened during pandemic, we started with digitalization, but very few moved to digital transformation. Digital transformation is a complex process. It's not an easy process. It takes time. So those who started it, go for it, but it will require significant effort and time to achieve it. The digitization and digitalizations were much easier to become, and this is where most of the institutions stopped. What we need to do is to help the institutions to move on and continue with digital transformation. And for that, this is not only something that an institution should be doing, it's something which should be done on a national level because it involves institution, teachers, students, parents, community, agency. It requires the mind shift, and it's not easy. As we are getting older, we are much more reluctant to changes. You know, I like to go to one hairdresser for most of my life, and if I have to change it, I'm already very stressed. So it's same in the education. I know that I have my lecture, I have my papers, I know how to use, for example, PowerPoint or going to the online platform, maybe just posting something. But if someone tells me, okay, now you can do some online exams, then I'm already stressed because this is something new. I have to learn about it. I have to see how it's done. I have to see which teaching methods I need to use, how to define learning outcomes, how to see if there's a constructive alignment with my learning outcomes and the ways I'm going to assess that. So number of issues. What we need is to give back to teachers belief that they are worth, that they are appreciated, that they are the one who really can help in making this transition to the modern education, which actually we do not know how it's going to look like because things are changing on a daily basis, new technologies are coming, we have augmented reality, we have artificial intelligence, automated tests, automated exams, support automated. So it's very difficult to predict what the future is going to be. But we have to give back belief to teachers that they are really the one who are the best to do and help that education look like as it should be. And we have to salute them for all their work during pandemic because they actually ensured that education is going on. And sometimes I'm very sad to see that we do not think that teachers are important, that the salary is so low, that not many people want to be a teacher anymore. So digital education requires very much human component. We will deal with technologies, but we as a human have to decide what we really want. Thank you. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez bien expliqué comment la formation à distance
pouvait apporter une solution en temps de crise et au-delà même de la crise rencontrée lors du Covid. 2 mots que vous avez cités, résilience et puis démocratisation. Effectivement, là, il s'agit d'enjeux très importants pour la suite. Vous avez souligné que la question n'était pas de déplacer un enseignement traditionnel vers le numérique, mais vraiment de réfléchir à ce qu'était fondamentalement un enseignement numérique. Et là, effectivement, l'enjeu est de taille et je pense qu'il faudra s'affronter à cette question. Et vous avez conclu avec la reconnaissance de la professionnalité des enseignants qui sont capables de pouvoir mener cette transition. La question des lieux, aussi des conditions, qui avait été également soulignée par notre premier intervenant, avec l'idée qu'il faut certainement aussi accompagner l'entourage, penser les choses vraiment très globalement. Il y a le corps enseignant, il y a les étudiants, mais plus généralement, il y a aussi les personnes à la maison, le grand public. Effectivement, il s'agit d'informer tout le monde. La question de la forme, cette forme multiple que peut prendre la formation à distance, entièrement en ligne, hybride selon quelle modalité, et l'importance, vous avez conclu là-dessus, sur la communauté de pratique. I have a question about the community of practice. How can we guide our target in our institution for the relevant device? Well, that's a tricky one, but I think that if there is a positive environment, if there's a will to do something, then there will be always those who will be leaders, because you need always leaders to go forward, and followers who will be happy to be there. And I don't think that language or culture is obstacle. I would say I would look at it as a challenge to overpass in order, because we always have a same goal. And I think that's of the utmost importance. And today we have numerous devices and applications which can translate. If you go to the Google Translate, it translates really greatly, you know. So I don't think the language is any of less of importance today. But community of practice is something that becomes quite important now, and will go a little bit down, but will stay, and we should put much effort and strength into it. For example, European Commission is now launching the European Education Digital Hub as a place, as a platform for such collaboration and communication and knowledge building. And I think that countries outside the Europe can also join, but can also launch similar initiatives in that way, because only with sharing we can move step forward, because if each of us are doing something from the beginning, then we will have numerous first steps. But what we want to achieve is the step second, third, and fourth. And this can be done only when joining efforts. And as soon as we realize that, the soon we will move forward. Great. Is there any question? Très bien. On va passer à Monsieur Neva, donc de l'AUF. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les coordinateurs scientifiques du colloque, Émilie Rumon, Carlos Kennan pour l'invitation, remercier l'IDEA, l'AFD, le MAE, la Fondation ELAC, remercier aussi l'équipe d'appui qui nous reçoit avec beaucoup d'hospitalité. J'ose pas dire chaleur parce que ça va vous faire penser à la chaleur dans la salle, à la température de la salle. Et donc une invitation qui pour moi est une opportunité pour vous proposer une réflexion sur la place de la Caraïbe dans une dynamique lancée par l'AUF à la fin des années 80. Une dynamique qui visait au départ à soutenir les universités des pays du Sud dans le développement de compétences numériques, d'accès à la documentation par des voies électroniques. Et depuis le départ, donc depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le numérique pour l'Agence universitaire de la francophonie est pensé non pas comme une fin en soi, mais comme un outil permettant
d'accompagner l'innovation pédagogique qui est prise dans au moins de trois façons, c'est-à-dire innovation pédagogique au sens strict, innovation pédagogique au sens où on fait appel aux technologies de façon pertinente, et aussi innovation pédagogique de manière à accompagner les universités pour que les universités viennent proposer des formations en adéquation, permettant aux futurs diplômés d'être mieux insérés professionnellement. Donc, premier aspect, innovation pédagogique. Deuxième aspect, comment s'appuyer sur le numérique pour renforcer l'employabilité. Et troisième aspect, comment faire du numérique un outil aussi de développement d'une diplomatie scientifique qui nous permet de mettre en place des projets aux effets structurants et des projets ayant une répercussion sur la transformation des politiques publiques. Donc, quand je vais parler du numérique ici, je ne pense pas exclusivement à l'utilisation à des fins pédagogiques du numérique, je ne pense pas exclusivement aux bienfaits du numérique pour les universités, mais le numérique comme étant un outil transversal pour certains de nos projets. Donc, à l'intérieur de cette dynamique, quelle place occupe la Caraïbe et quelles sont les perspectives de développement de la Caraïbe à l'intérieur de cette dynamique? Donc, pour commencer, permettez-moi de dire un mot sur cette institution, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est une institution qui a plus de 60 ans, 61 ans bientôt, et qui a une identité bien forte, mais qui est dotée de trois facettes, cette identité. Donc, nous sommes d'abord un réseau d'établissements d'enseignement supérieur, de laboratoires, de sociétés savantes. Il s'agit du réseau le plus étoffé au monde, avec plus de 1000 membres dans ce domaine, plus de 1000 membres dans plus d'une centaine de pays. Mais une deuxième facette de notre identité, c'est que nous sommes aussi une agence de coopération. Nous travaillons sur fonds propres, des fonds obtenus grâce au soutien des pays francophones, des fonds obtenus aussi grâce à des actions contractuelles avec des partenaires, des bailleurs. Par exemple, l'AFD, je vais dire un mot tout à l'heure sur un programme qui est financé par l'AFD. D'autres bailleurs, comme en Haïti, la coopération suisse joue un rôle très important dans ce domaine. Donc, agence de coopération. Et pour ces projets de coopération en particulier, vous verrez, donc, les universités ne sont pas nécessairement les bénéficiaires immédiats de ces projets. Mais pour tous nos projets, nous faisons appel à une expertise qui vient du monde universitaire. Donc, indirectement, l'enseignement supérieur et la recherche sont renforcés, et notamment dans ces pays du Sud, grâce à des projets dont les bénéficiaires sont multiples, mais des projets qui ont en commun le fait que nous faisons appel systématiquement à cette expertise qui vient de l'université et des laboratoires de recherche. Troisième facette de notre identité, pour les pays de la francophonie officielle, donc des pays membres comme Haïti, des pays observateurs comme la République dominicaine, le Costa Rica, l'Uruguay, l'Argentine, pour ces pays, nous sommes l'institution qui officiellement doit proposer une politique, une stratégie autour de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc nous nous appuyons sur cette identité composée de trois facettes, et c'est le fait que nous puissions dialoguer tantôt avec des États, tantôt avec des acteurs du monde socio-économique, le fait que nous puissions nous adresser à des chercheurs individuellement ou à des laboratoires, mais aussi à des jeunes, et je vais dire un mot tout à l'heure sur des projets qui s'adressent exclusivement aux jeunes de la Caraïbe. Cette capacité de dialogue, d'interface, nous est très riche, très importante pour pouvoir développer une stratégie. Nous sommes présents, nous avons une structure, donc 2 directions centrales à Montréal et à Paris, et 10 directions régionales. La direction Caraïbe a son siège à Port-au-Prince depuis 1987. J'en profite pour saluer un représentant de l'ambassade d'Haïti en France qui est ici, de la même façon qu'un représentant de l'ambassade de Cuba à Paris. Les deux sont ici. Haïti et Cuba sont 2 pays très proches
et qui bénéficient de ces actions, de ces projets que l'AUF réalise dans la Caraïbe. Donc, c'est cette stratégie, ces actions qui s'inscrivent dans ce que nous avons l'habitude d'appeler la francophonie scientifique. La francophonie scientifique est un espace de dialogue où nous veillons à dépasser les barrières linguistiques et nous essayons de promouvoir le plurilinguisme qui est essentiel. Un espace de dialogue entre ces acteurs aux profils divers se rencontrent pour construire ensemble autour d'un certain nombre de valeurs des projets ayant l'ambition de contribuer à, par exemple, transformer les politiques publiques. Ce dialogue multi-acteurs qui ont des bénéficiaires multiples également, où la construction se fait ensemble, a, depuis le début, donc, il y a 60 ans, comme valeur la notion de solidarité active. Aujourd'hui, cette notion prend la forme de la préoccupation avec l'inclusion par le genre, l'inclusion sociale, socio-économique et aussi l'inclusion numérique. Donc voilà quelques mots sur notre identité. Quelques mots maintenant sur l'histoire que l'AUF a établie avec le développement du numérique et cette articulation entre le numérique et la coopération internationale. C'est une histoire qui remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin des années 80. Nous pourrions la résumer en 3 grandes dates, 3 grands jalons. En 1991, et pas à 89 comme c'est écrit, l'AUF crée le CIFED, qui est ce système qui visait à permettre aux universités des pays du Sud d'avoir accès à de la documentation pédagogique et scientifique en format électronique. Tout d'abord, le médium qui a été utilisé a été le Minitel, ensuite Internet. Presque une dizaine d'années plus tard, on commence à créer, à part ce réseau, donc le CIFED, on commence à créer des lieux dans les universités, surtout dans les universités. Il y a quelques lieux qui sont créés à l'extérieur de l'université dans le cadre d'un partenariat. Ces lieux s'appelaient des campus numériques francophones. Ils s'appellent toujours des campus numériques francophones, des CNF. Donc, ce sont des lieux équipés, connectés, au départ des ordinateurs, Internet. Aujourd'hui, ils disposent de tableaux numériques interactifs. Nous sommes en train de créer une plateforme mondiale. Aujourd'hui, il y a plus de 40 CNF dans différents pays. La 3e date, 2021, est justement cette 3e étape de cette histoire où nous sommes en train de créer une plateforme mondiale de CNF et nous sommes en train de créer aussi un autre type de lieu, les centres d'employabilité francophone, pour que l'utilisation du numérique soit mise aussi au service du renforcement de l'employabilité des futurs diplômés. Donc, pour revenir un peu, en 99, nous commençons à créer les premiers CNF. Dès janvier 2000, le CNF de Port-au-Prince est créé. Et vous pouvez imaginer que, comme tout ce qui a trait à des projets internationaux et des politiques un peu globales, une décision prend des couleurs locales et prend une importance spécifique en fonction du contexte. Dans le cas d'Haïti, ce lieu qui a été créé en janvier 2000 a joué un rôle de façon permanente de 3 manières au moins. Tout d'abord, c'est un lieu, un espace de travail pour des étudiants qui peuvent venir et compter sur de l'électricité et de la connexion dans un pays où il y a une grande précarité dans ce domaine. Un pays où les professeurs universitaires, voire certains recteurs, peuvent ne pas avoir accès à l'électricité 24 heures sur 24. Les étudiants ont cette possibilité. La connexion aussi, l'accès aussi au CNF à des compléments de formation. Donc ces compléments de formation dont le CNF porte sur des questions comme la méthodologie universitaire. Le CEF qui est en train d'être créé à Port-au-Prince, en République dominicaine, à Cuba et en Jamaïque, ces CEF viennent à transmettre d'autres compétences grâce au numérique qui sont liées plutôt au renforcement de capacités dans le domaine de l'employabilité. Donc,
accès à des compléments de formation, accès à un espace de travail avec la garantie d'avoir de la connexion. Et un troisième volet sur lequel les CNF ont beaucoup travaillé, c'est l'accès à des formations à distance. Donc, dès 1999, avec la création de ce réseau de CNF, l'AUF a impliqué des universités. Au départ, ces universités étaient concentrées dans des pays du Nord, mais depuis, vous avez un catalogue d'universités qui proposent des masters à distance. Donc, les étudiants haïtiens peuvent obtenir un diplôme sans quitter le pays. C'est un des problèmes très graves du pays, c'est l'évasion. Vous avez, d'après des statistiques, plus de 80% des diplômés haïtiens qui sont à l'étranger, soit parce qu'ils sont partis pendant leurs études, soit parce qu'une fois diplômés, ils ont préféré aller chercher des opportunités à l'étranger et parfois exercer des fonctions qui ne correspondent pas à leur niveau d'études. Donc, comment retenir ces personnes? Une des pistes, c'est de leur permettre de suivre à distance des formations qui sont proposées par des universités françaises ou ivoiriennes, peu importe, mais des formations qui leur permettent d'acquérir plus de compétences en étant sur place dans le pays. Donc, la troisième grande date, c'est 2021. La création de ces CEF, la création de ce qu'on appelle les CNF 5.0, parce qu'on est en train de créer cette plateforme pour connecter des CNF. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 centres numériques francophones. Nous sommes en train de créer plus de 70 centres d'employabilité francophones. Parfois, dans certains pays, on a les deux, un espace qui est constitué des deux. Plus de 70 CEF dans 54 pays pour l'instant. Donc pour la Caraïbe, en Haïti, République dominicaine, Cuba, la Jamaïque. Si nous pensons à la Caraïbe et l'Amérique latine, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une quinzaine de ces lieux, y compris au Pérou. Il est envisagé d'ouvrir un CEF au Pérou. Donc, ces lieux ne sont pas simplement des salles équipées, bien que le fait d'avoir une salle équipée avec toutes ces technologies, bien que ce soit quelque chose d'intéressant et d'important. Ces lieux sont aussi des portes qui s'ouvrent pour la coopération universitaire, scientifique, pédagogique. Et ces lieux sont mobilisés aussi pour développer des projets qui n'ont pas directement, c'est-à-dire qui n'ont pas simplement de rapport avec la formation universitaire qui est proposée par l'université, mais des projets, par exemple, autour de l'employabilité ou des projets de coopération scientifique. Donc, en cohérence avec ces caractéristiques que j'ai mentionnées, cette identité, cette histoire, l'AUF travaille en s'appuyant sur un mode opératoire qui est constitué de 3 grands piliers. Tout d'abord, cette consultation préalable et régulière de nos partenaires, c'est-à-dire des bailleurs, de nos membres, ces laboratoires, ces universités qui sont membres de notre réseau, et avec ces partenaires et ces membres, construire des projets, nos bénéficiaires aussi qui sont consultés. Ça, c'est très important, et des grands bailleurs comme la Banque mondiale n'ont pas tout le temps de s'attacher à ce type de consultation, parce que des grands bailleurs n'ont pas nécessairement des équipes sur place, ont un calendrier qui est très serré, etc. Et une institution qui a une échelle qui est moins importante, comme c'est le cas de l'AUF, peut le faire du fait de cette proximité avec le terrain. Deuxième aspect, c'est la prise en compte du contexte, c'est-à-dire nos préoccupations actuelles autour de la jeunesse, autour de la promotion de l'équité du genre, de la transformation numérique. Ces préoccupations doivent nécessairement prendre en compte des particularités du terrain. J'ai mentionné tout à l'heure cet aspect lié à l'accès à l'électricité et l'accès à la connexion pour tout ce qui a trait au numérique. Donc cette inégalité d'accès, quelqu'un a mentionné cette difficulté tout à l'heure, est un des facteurs à prendre en compte dans ce contexte. Et le troisième aspect, c'est ce volet de la diplomatie scientifique, la possibilité de dialoguer avec des organisations internationales, des États, pour faire le nécessaire pour que ces projets, parfois des projets qui sont réalisés à une petite échelle,
puisse prendre une ampleur plus importante et contribuer à la transformation des politiques publiques. Donc, un mode opératoire qui se traduit par une stratégie pluriannuelle, 5 axes qui ont été définis grâce à une consultation, qui ont été approuvés dans le cadre d'une assemblée générale, comme dans une association, comme c'est le cas aussi pour l'IDEA, par exemple. Donc, une assemblée générale, nous disposons d'un conseil d'administration où siègent des États et des représentants du monde socio-économique, mais aussi des représentants des universités. D'ailleurs, Haïti est représenté comme État dans ce conseil d'administration. Et donc 5 axes stratégiques où la préoccupation avec l'articulation entre le numérique et la coopération est permanente. Et 5 défis sociétaux aussi, parmi lesquels le fait de se focaliser sur la jeunesse. Pour conclure, quelques exemples de projets qui traduisent bien la mise en place de ces préoccupations, qui illustrent bien cette articulation entre le numérique et la coopération, et qui illustrent cette préoccupation par des biais différents. Donc, quelques projets... Donc, tout d'abord, trois projets qui ont des effets structurants très clairs, plus ambitieux. Le programme Apprendre, qui est un programme qui est financé par l'AFD, qui concerne 26 pays, donc 24 pays africains, le Liban et Haïti, qui est un programme de 20 millions d'euros qui vise à soutenir les ministères de l'Éducation, les cadres du ministère de l'Éducation de ces pays, donc les inspecteurs, des cadres de l'éducation donc scolaire. Ce programme est conçu de telle façon qu'il y a, par exemple, des appels à projets dans le domaine de la recherche-action. L'AEF ne soutient que la recherche-action, c'est-à-dire on identifie d'abord les besoins qui proviennent de la part des acteurs socio-économiques et les chercheurs se mobilisent pour, avec ces acteurs, proposer des solutions qui ont vocation à être reprises par les politiques publiques. Donc des appels dans ce domaine, mais aussi un deuxième volet du programme vise à mettre à la disposition, donc créer des communautés de pratique dont il a été question tout à l'heure, mettre à la disposition grâce à des ressources numériques, des ressources pédagogiques, par exemple des MOOC aujourd'hui. Et le troisième volet, donc ces 2 premiers volets s'adressent à la totalité des 26 pays. Et le troisième volet, il s'agit d'un plan d'action adapté, conçu pour chaque pays. Donc actuellement, pour Haïti, on en est à la phase de rédaction. Une délégation d'experts est venue en Haïti il y a 10 jours. Pendant une semaine, cette délégation a rencontré le ministre, les cadres du ministère de l'Éducation, d'autres partenaires techniques et financiers, des acteurs du monde éducatif. Et à partir de là, un plan d'action va être proposé, approuvé par le ministère et mis en place pendant 18 mois. Et un plan d'action exclusivement portant sur Haïti. La même chose est en train d'être fait pour les 25 autres pays. Donc, voilà un exemple de projet à effet structurant. Un deuxième exemple, c'est le RESAS, le Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises. La préoccupation avec l'employabilité est une préoccupation permanente pour l'AUF. Comment jouer un rôle, et je m'approche de la conclusion, jouer un rôle pour qu'il y ait une plus grande porosité entre le travail réalisé à l'université et les besoins de la société, y compris en termes de professionnalisation. Et donc, pour le cas d'Haïti, il y a cette évasion dont je vous ai parlé, et il y a peu d'opportunités d'emploi qui sont proposées à ces étudiants, parce que les étudiants qui finissent par étudier en Haïti, souvent, il leur manque le carnet d'adresses nécessaire pour s'insérer. Les étudiants qui ont de meilleures conditions partent faire des études ailleurs. Donc ce programme, on lance un appel et les étudiants proposent, des étudiants qui sont en dernière année ou qui viennent d'obtenir leur diplôme, proposent une idée d'entreprise. Il y a une phase d'incubation et une phase de financement de certaines de ces entreprises à hauteur de $10 000 américains par entreprise. Donc nous avançons vers l'incubation de 300 projets d'entreprise. Chaque projet concerne environ 5 étudiants, donc 1500 étudiants qui acquièrent ces compétences.
Mais pour un pays comme Haïti, la transmission de compétences n'est pas suffisante parce qu'ils peuvent finir par quitter le pays en ayant acquis les compétences. D'où l'importance de la troisième phase. Et nous nous approchons du financement d'une centaine d'entreprises, donc $10,000 par entreprise, avec deux conditions. Ces jeunes s'engagent à s'investir au moins 2 ans dans le pays, dans le développement de leur entreprise et rester dans le pays, et ils s'engagent à travailler entre eux dans un esprit collectif. Et la création de cet esprit collectif est très importante. Nous ne parlons pas de start-up héroïque où un héros, un entrepreneur révolutionne l'économie. Nous parlons de cette capacité de s'appuyer sur le collectif pour transformer l'économie. En parallèle, un autre programme qui s'appelle Entreprendre, qui concerne 8 pays différents, y compris Haïti. C'est un programme où nous dialoguons avec le ministère de l'Éducation pour créer dans ces pays le statut d'étudiant entrepreneur, comme à exemple de ce qui existe en France, en Afrique du Nord et au Liban. Donc, le RESAS est un autre exemple de ce type de projet. Et nous ne pouvons atteindre cette capacité de toucher jusqu'à 1500 jeunes pour les ateliers que grâce au numérique, que parce que nous faisons des 10 universités publiques qui sont dans les régions du pays, des lieux nous permettant de connecter, donc d'établir une connexion pour que les formateurs puissent réaliser les ateliers d'incubation. Troisième et dernier grand projet structurant, le projet GeoAct qui est financé par l'Union européenne à travers l'Union des États Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est un projet qui est porté par l'Institut de recherche pour le développement. L'AUF fait partie du consortium. L'AUF héberge l'équipe du projet et fait toute la partie logistique. Un projet d'environ 4 200 000 euros et qui propose une interface entre les innovations dans le domaine des risques et la société, y compris dans le domaine de l'éducation. Là aussi, le numérique joue un rôle important. Et 2 derniers projets qui sont des projets dans le domaine de l'innovation pédagogique, la professionnalisation, la transformation numérique. Nous lançons des appels qui s'adressent aux membres de notre réseau. Et un exemple qui vient de Cuba, l'Université centrale de Las Villas, qui a proposé un projet. Vous voyez là, on est à une échelle plus petite, mais qui nous sert de bac à sable, de lieu d'expérimentation pour l'université. Un projet de transformation numérique de la formation d'ingénierie automatique. Donc ce projet a été réalisé, mis en place par l'achat d'équipements, la transmission de compétences. Et maintenant, ce projet sert à la fois de carte de visite pour l'université, pour son accréditation, son évaluation, et aussi de modèle pour que la transformation numérique et la mise en place d'enseignements hybrides et à distance soient réalisées dans d'autres secteurs de l'université. Un dernier type de projet, un consortium constitué d'universités de différents pays, y compris l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, a monté un projet qui s'appelle MAC, Matrimoine afro-américano-caribéen, qui vise à valoriser l'œuvre d'artistes, de femmes afro-américaines, afro-caribéennes, en s'appuyant sur des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pour les valoriser à des fins pédagogiques, à des fins de valorisation culturelle aussi. Toute la technologie de réalité virtuelle, de la réalité augmentée, a été développée par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti. Haïti a joué ce rôle de plateforme de développement de cette technologie. Les autres universités, l'Université Clermont-Auvergne, l'Université des Antilles, sont venues avec la réflexion sur cette notion de matrimoine, le patrimoine au féminin. Et cette expérience, maintenant, est transposée. Donc, l'équipe haïtienne a formé une équipe au Laos qui est en train de réaliser un projet sur le matrimoine laotien. En somme, le cadre que j'ai présenté au début, les exemples que je vous ai, que j'ai mentionnés, étaient pour moi une invitation aux institutions qui sont ici présentes, aux enseignants, aux chercheurs qui sont ici présents, une invitation à ce qu'on réfléchisse à des pistes de synergie. Nous avons des profils complémentaires
Et Carlos Kenan parlait dans son allocution d'ouverture de ce contexte actuel. Nous ne sommes peut-être pas assez conscients du fait que nous avons eu la crise liée à la pandémie, la crise sanitaire, une crise économique, une crise liée au contexte actuel de guerre. C'est une raison de plus pour s'unir et s'appuyer sur les synergies possibles, parce qu'il y a des complémentarités entre nous et il y a aussi en commun des valeurs qui sont communes, que nous défendons tous et toutes. Donc, essayons de réfléchir à des pistes de collaboration pour des actions dans la Caraïbe. Je n'ai pas donné des exemples des pays de l'Amérique latine, mais une action, donc penser à une stratégie commune pour l'Amérique latine et la Caraïbe en s'appuyant sur ces possibilités de convergence et de synergie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Neva. Présentation de l'AUF, très enthousiasmante, avec effectivement l'idée d'un rapport gagnant-gagnant, je crois, qui est un petit peu sous-tendu tout votre propos. Les derniers exemples que vous avez donnés sont très stimulants. Alors, malheureusement, j'avais dit en préambule de cette table ronde que je serais intransigeante avec le temps. Je ne l'ai pas été parce que tous vos propos sont passionnants. Donc, je ne vais pas laisser de temps aux questions pour ne pas trop déborder sur la pause, mais je pense que lors de cette pause, nous aurons l'occasion de venir vers vous pour vous interroger. Et donc, je laisse la parole tout de suite à Madame Frangier de l'HCE-RES. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de voir si je peux rattraper le retard. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs pour leur invitation. Mon propos aujourd'hui va être animé, impulsé aussi par la double expérience que j'ai, à la fois celle d'une vice-présidente en charge des formations dans 3 universités depuis 10 ans, donc qui a beaucoup réfléchi à l'enseignement supérieur, qui a eu à basculer les enseignements pour 70 000 étudiants en mars 2020 à distance. Donc j'ai vécu de près cette expérience. Et puis donc de la directrice du département d'évaluation des formations qui, depuis 1 an, au sein du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, HCERS, je ne le dirai qu'une seule fois parce que c'est long et difficile à dire, et qui donc est un organisme, je ne sais pas si vous le connaissez tous, qui n'est pas un organisme prescripteur, qui est en charge d'évaluer les formations, les établissements, les unités de recherche, les organismes de recherche, à la fois en France et à l'international, mais qui donc, par ses référentiels d'évaluation qu'il élabore, est amené à accompagner, parfois à anticiper les évolutions dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui, par les auto-évaluations que font les établissements, peut observer, suivre les pratiques qui se mettent en œuvre, et puis par les évaluations externes qu'il fait, peut à la fois tenir compte, noter les acquis, mais aussi impulser, inciter à des évolutions. Donc c'est un peu avec ce triple regard d'observateur, mais aussi d'accompagnateur et d'aide à l'incitation que je vais essayer de problématiser avec vous cette problématique à la fois ancienne et nouvelle du numérique dans l'enseignement supérieur. Alors d'abord, bon, vous le savez, la numérisation dans l'enseignement supérieur en général et dans les formations était à la base pensée comme un outil de flexibilisation des formations, et en particulier pour toucher les publics distants, le public international, mais aussi des publics, par exemple, dans les zones rurales, pour le public de la formation tout au long de la vie, dont on a aussi parlé depuis ce matin. Et malgré les nombreuses tentatives ministérielles en France, et depuis ce matin on en parle aussi à l'international, on a vu que finalement l'enseignement à distance de manière générale est resté très confidentiel dans les établissements d'enseignement supérieur. On peut citer tous les freins qui ont mené à cela, mais je voudrais insister en particulier sur cette peur de la déshumanisation de l'enseignement et des formations, cette peur de la perte du lien social, mais aussi la peur de perdre la notion même d'enseignant, la peur de perdre des postes, donc malgré les nombreuses initiatives qui ont été lancées, les appels ministériels en France, le HCERS, par ses évaluations, n'a pu que constater que les établissements se positionnaient très peu sur cette question, y compris dans la coopération internationale. On n'a quasiment pas vu de parcours internationaux montés partiellement ou entièrement à distance, depuis 20 ans qu'on évalue les formations maintenant.
Si je prends l'exemple des Erasmus Mundus, donc ces diplômes internationaux emblématiques en Europe, mais qui associent aussi des pays extra-européens, sur les 83 diplômes dans lesquels la France est partenaire, il n'y a aucun qui est monté entièrement ou partiellement à distance, et on voit que le levier a été jusque-là de prévoir des mobilités et de les prévoir financées. Et la crise Covid est venue chambouler tout ça. On en a beaucoup parlé depuis ce matin. Je voudrais insister sur les éléments qu'on a vu apparaître sur la dimension internationale. Alors d'abord, la crise, avec toutes ses difficultés, a montré qu'enseigner à distance, c'est possible. Ce n'est pas parfait, mais c'est possible. Faire des conférences et des colloques en webinaire, c'est possible aussi. Et puis même penser l'internationalisation des formations, c'est possible aussi. On a vu qu'on a inventé des mobilités at home pendant la pandémie, puisqu'il a fallu très vite pouvoir rapatrier des étudiants de l'international et puis leur rattraper, leur compenser leur mobilité. On a inventé des projets en tandem, à distance. On a vu que le taux d'internationalisation des jurys de thèse et de master a augmenté pendant la pandémie, parce que c'est devenu plus facile d'intégrer des membres de jurys internationaux dans les jurys, dans les jurys de thèse et de master. Et puis on a vu aussi que les étudiants internationaux qui étaient restés à distance ont pu aussi avoir un suivi plus étroit qu'on a pu le faire par le passé, parce que, d'abord, la France, comme d'autres pays, dépendent beaucoup des étudiants internationaux. Les étudiants, par exemple, d'Amérique latine, c'est 7 à 9% de nos étudiants, dont 70% sont en master et en doctorat, donc on sent leur poids. Et donc, on est arrivé à pouvoir improviser un certain nombre de méthodes, de pratiques pour garder ce lien avec l'international, pour garder le lien avec les étudiants. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, une fois la crise sanitaire pas tout à fait derrière nous, mais en tout cas passée dans sa dimension assez dramatique, on a vu des premiers réflexes du plus jamais le distanciel, plus jamais à distance, on veut tous revenir en présentiel. Je sais que vous avez voulu marquer aussi cette position, mais dans les faits, depuis 2 ans, on voit que le distanciel s'est installé de partout. Aujourd'hui, on est devant le défi de réellement ramener les étudiants sur les campus, y compris les étudiants internationaux. C'est un défi parce que quand on va proposer aux étudiants des cours à distance ou en présentiel, ils vont aujourd'hui très spontanément, pour beaucoup d'entre eux, le demander à distance. On voit aussi que lorsque les cours sont terminés, les établissements en France et en Europe ont du mal à garder les étudiants sur les campus. Donc la notion de vie étudiante, de vie de campus, de formation d'adultes et engagés est un sujet devant nous, parce que ça n'est pas si évident que ça. Mais on voit aussi que les enseignants préfèrent finalement, souvent, notamment quand ils vivent loin, garder une part d'enseignement à distance. Donc le sujet, au-delà du conjoncturel de la pandémie, est quand même aujourd'hui devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les évaluations qu'on a faites de ce qu'on appelle la vague B, donc en 2020-21, des universités de l'Ouest de la France, on voyait des établissements qui envisageaient déjà de pérenniser les pratiques d'enseignement à distance qu'ils ont mis en place pour certains publics, le public international, le public de la FTLV en particulier, et en préparant maintenant la nouvelle évaluation, donc celle de la vague C, en 2022-2023, des établissements de l'Ouest de la France, on voit un certain nombre, de l'Est de la France décidément, on voit qu'un certain nombre d'entre eux nous demandent de valoriser l'expérience qu'ils ont acquise pendant la pandémie, en nous demandant où est-ce qu'on peut, dans vos référentiels, valoriser les pratiques qu'on a mises en place en termes de gouvernance des établissements, en termes de politique numérique, en termes de politique immobilière, en termes de formation et en termes de vie étudiante. Donc ces sujets aujourd'hui sont devant les établissements avec une transformation qui peut-être se fait de manière plus profonde, et cela sans rien enlever aux freins que j'ai évoqués tout à l'heure. Et c'est peut-être sur ces points de perspective que j'aimerais aussi pouvoir discuter avec vous, à la fois de ce que l'on constate et puis de ce qu'on envisage en questionnement au HCERS et en discutant avec les établissements. Alors la première chose, et ça a été dit depuis ce matin, on n'a pas fait de l'enseignement à distance. Pendant la crise sanitaire, on a passé les enseignements à distance. Donc la question réellement de penser l'enseignement à distance est devant nous. Il y a 3 éléments qui me semblent importants. D'abord de se dire pour quel public
on fait cet enseignement-là. On a vu, par exemple, que la question de l'autonomie des étudiants était une question très importante. Et les étudiants de première et deuxième année, comme les élèves dans l'éducation nationale, ont eu beaucoup plus de mal avec l'enseignement à distance que les étudiants de troisième année en bac plus 3, hein, donc en undergraduate, que ceux de master ou de doctorat. Donc la question de penser un enseignement à un public autonome, mais aussi de former les étudiants à l'autonomie, est une première question qui aujourd'hui nous interroge. Ensuite, quand on dit quel public, se pose aussi la question de quelle modalité de travail de ce public-là, et notamment les questions de charge de travail et de chronophagie, parce qu'on a vu que finalement la mise en place de l'enseignement à distance a entraîné parfois des enseignements construits dans des tunnels. Alors on a parlé de tunnels de Zoom ou de tunnels de Teams, des tunnels pour les étudiants, des tunnels pour les enseignants. Et donc la manière de penser un enseignement qui est adapté à une modalité distancielle, à la fois en charge de travail et en temporalité, est un sujet aussi qui occupe, qu'on va observer dans les pratiques des établissements. Ensuite se pose la question de quelle pédagogie aussi. Ça a été évoqué ce matin, depuis ce matin, et là la question des modalités pédagogiques entre les cours transmissifs ou magistraux, entre les cours interactifs, mais aussi finalement comment l'évolution de la pédagogie se fait. Et par exemple, on a vu que quand la pandémie a commencé, le premier réflexe des enseignants a été de demander une aide à la manipulation des outils numériques. Mais on a vu très vite en fait qu'ils ont eu besoin plutôt d'aide à la pédagogie. Finalement, comment j'assure mon cours à distance? Comment je fais pour faire interagir les étudiants? Et surtout, comment je vais évaluer? Parce que si je dois évaluer à distance, je ne sais pas évaluer des connaissances à distance sans tomber dans le plagiat ou la triche. Et donc, j'ai besoin de pouvoir penser une évaluation qui est adaptée au mode distanciel. Et là, les outils nous donnent des modalités de travail différentes, mais encore faut-il former les enseignants là-dessus. Et le dernier point aussi, donc, qui est important, va concerner les rythmes d'enseignement, hein, donc la synchronie ou la synchronie, mais aussi, et ça a été l'une des grandes leçons de la crise sanitaire, les liens sociaux. On a beaucoup pensé l'enseignement à distance tout seul, mais aujourd'hui les questions d'hybridation ou de comodalité ou des regroupements est un sujet qui est aussi devant nous, et ça appelle aussi les formes de mobilité qu'on pense aux étudiants et que donc on peut financer aussi. Est-ce qu'il s'agit de continuer à penser des mobilités longues parce que l'expérience dans le pays est importante, ou est-ce que par exemple on va plutôt penser des temps de regroupement sur une formation, donc par des mobilités plus courtes et plus flexibles, qui permettent de concilier flexibilisation, enseignement à distance, mais aussi expérience humaine et sociale. Sur le plan de la vie étudiante, alors on l'a vécu beaucoup en France, mais plus on échange à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, plus on se rend compte que le constat a été partagé. Finalement, la crise sanitaire a eu, pour le meilleur et pour le pire, cet effet de remettre l'étudiant au centre de l'enseignement supérieur. On s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants dans les universités et qu'ils étaient nécessaires pour faire cours. Parce qu'on pouvait faire des cours magistraux, mais alors quand on n'avait que des caméras noires devant nous, des écrans noirs, ou bien quand on n'avait personne dans l'amphi pour faire cours quand même, c'était problématique. Et là, on voit qu'il y a toute une série aussi de questionnements donc sur l'interaction de faire cours à un étudiant, à des étudiants, mais aussi tout ce que l'on a vécu autour de la précarité étudiante. Alors ça a été un sujet en France, mais aussi ailleurs. Donc on observe dans la coopération internationale, puisque par exemple en France, ce sont les étudiants internationaux qui ont le plus pâti de la précarité pendant la crise sanitaire. Donc leurs moyens de survie, leurs moyens technologiques, finalement, en tout cas dans le rapport des établissements français avec leurs étudiants internationaux, on est moins dans le questionnement de est-ce qu'il y a un équipement ou pas, parce que les enquêtes ont montré que les étudiants étaient équipés, mais étaient mal équipés. Le téléphone portable étant leur équipement principal. Mais les questions aussi de bien-être et de santé mentale sont aussi au cœur de cette expérience de vie étudiante que l'on va penser quand on va penser les formations, mais aussi l'expérience de mobilité pour les étudiants.
Et donc cela a aussi un impact sur la politique immobilière globalement, ou la politique de ressources des établissements que l'on va regarder. Finalement, le HCERES, quand il évalue les établissements ou les formations, il ne questionne pas la stratégie de l'établissement. La stratégie de l'établissement lui appartient. Mais si, par exemple, il nous dit qu'il veut développer une politique internationale, avec ou sans le numérique, ce que l'on va regarder, c'est finalement, est-ce que les moyens qu'il se donne sont en cohérence avec cette politique-là, et est-ce qu'il obtient les résultats qu'il escompte. Et donc, parmi les questions posées, c'est aujourd'hui, si on a besoin de passer par le vecteur numérique pour développer la coopération internationale, est-ce qu'il s'agit de continuer à développer une politique immobilière, de créer des salles plus grandes, plus petites dans les universités, ou est-ce qu'il s'agit d'équiper les amphis ou les salles? On sait que pendant la crise, certains établissements se sont empressés à équiper leurs amphis pour pouvoir faire du comodal ou de l'hybridation, ou est-ce qu'il s'agit d'équiper les étudiants et les enseignants, qu'ils soient français ou internationaux. Voilà. Donc là, la question aujourd'hui de cette mise en cohérence avec la stratégie et les moyens en œuvre sur le plan de l'immobilier et de ressources est posée devant nous. Et d'ailleurs se pose aussi la question de comment on va envisager les appels à projets. Donc je prenais un peu connaissance des appels lancés en ce moment autour des coopérations entre la France et l'Amérique latine et les Caraïbes. Et c'est intéressant de voir que par moment, on ne retrouve pas encore cette dimension du recours au vecteur numérique, ou en tout cas des infrastructures qui sont là. Et le dernier point sur lequel je voulais aussi insister, pardon, je vous ai par exemple référence au dernier appel de Préfalc en 2022. Donc le dernier point en conclusion un peu sur lequel je voulais insister, c'est que ces constats que je viens de résumer un peu rapidement, c'est ce que l'on va à la fois observer en regardant la manière dont les établissements se positionnent à travers leur auto-évaluation, mais c'est aussi ce qu'on a constaté quand on a organisé au HCERES une série de webinaires en septembre dernier autour des leçons à tirer de la crise sanitaire pour voir comment on fait évoluer nos évaluations pour tenir compte de ce contexte. Et on a pris un peu les 4 axes dont j'ai parlé tout à l'heure, la gouvernance, la vie étudiante, la formation et la recherche. Et donc ces questionnements, on voit qu'ils sont devant nous, ce qui nous a amené à faire évoluer nos référentiels autour de ces éléments-là, donc en insistant, par exemple, non plus sur l'injonction de est-ce que vous développez l'enseignement à distance ou pas, mais d'abord de commencer par les questions d'alignement pédagogique entre les contenus de formation, les objectifs de la formation, les méthodes d'évaluation et les méthodes pédagogiques, et puis de positionner l'enseignement à distance dans ses différentes modalités, hybrides, exclusivement à distance ou comodales, dans une perspective de flexibiliser les parcours et de contribuer à la réussite étudiante. Et nous avons aussi beaucoup, justement, insisté dans le volet de la vie étudiante sur les questions que je viens d'évoquer, de santé mentale, de bien-être étudiant, mais aussi d'expérience étudiante et de développement des services de e-vie étudiante au service des étudiants. Voilà. Donc ces constats qu'on a fait au HCERES, qui je le vois sont largement partagés en France et à l'étranger, nous amènent à faire évoluer ces référentiels, et on verra dans les 5 années qui viennent comment les établissements se positionnent là-dessus, et si finalement on était dans un conjoncturel qui ne va pas durer, ou si réellement on va s'orienter vers une transformation numérique qui est plus profonde. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre positionnement sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir aidé à rattraper le temps. Alors, très rapidement, donc, vous avez souligné l'importance du rapport présentiel-distanciel avec des bénéfices et des limites, finalement, pour chacune de ces 2 modalités. La formation à distance, l'hybridation, reste à penser selon des publics, des objectifs, les types de formation, et en tenant compte, évidemment, des facteurs sociaux. Alors tout cela nous laisse des perspectives de réflexion sur le court, le moyen et le long terme. Ça me semble être un vaste programme qui reste le choix des établissements. À eux de voir quelle orientation ils souhaitent prendre. Merci beaucoup. Donc, on n'aura pas le temps de passer tout de suite aux questions, mais peut-être durant la pause. Je remercie tous les intervenants de cette table ronde pour la grande qualité de leur intervention. Et je vous invite à une petite pause rapide de 10 minutes avant de reprendre les débats lors de la 2e table ronde. Merci à vous.